Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller vers, puisqu'on est dans cette investigation du vivant qu'est l'humain et de ce qu'il y a de spécifique à la vie humaine. La question est de savoir, est-ce qu'une fois qu'on a identifié l'intelligence, ça nous suffit, ou est-ce qu'il faut aller plus loin et vers où faut-il aller ? C'est vrai que quand on a identifié l'intelligence comme telle, on voit bien que on touche quelque chose de radical dans notre identité. Notre capacité d'accueillir les choses comme elles sont, notre capacité d'une certaine manière, de devenir les choses et de les laisser devenir nous par la connaissance. On pourrait presque dire la dilatation intérieure que ça implique. C'est très étonnant que plus je connais le réel comme il est, plus j'entrevois ma place dans le réel. Plus j'apprends, j'ai les moyens d'apprendre à être ce que je suis. Et donc à me libérer aussi de toutes les représentations de ce que les autres pensent que je dois être, de ce que moi-même j'imagine que je dois être. Donc c'est vrai que ça donne une capacité de compréhension de soi. C'est très étonnant, la vérité, ça a vraiment un effet à la fois dilatant, ça remet de l'ordre. Et on pourrait presque dire, j'entrevois que ma vocation comme humain, c'est d'être une célébration vivante de la réalité, de la création, de la réalité, en l'accueillant comme elle est, et puis du coup en ayant le désir de veiller sur cette réalité, de contribuer à sa qualification, parce que l'intelligence me montre bien, la philosophie n'étant qu'une forme d'exercice intensif de l'intelligence, c'est rien d'autre la philosophie, c'est une espèce d'accélération du processus par lequel j'essaye d'accueillir la réalité comme elle est et de m'y inscrire. Et comme je vois que la réalité, elle implique des imperfections, je ne parle pas des humains, les humains, c'est plus que de l'imperfection, mais il y a des choses améliorables dans la réalité. Vous pouvez agencer les végétaux de manière telle qu'ils s'autodéveloppent les uns les autres, ça s'appelle la permaculture. Vous pouvez utiliser un territoire et sa climatologie pour faire prospérer certaines espèces et pas d'autres. Voilà, donc il y a une malléabilité, on peut transformer pour une part le monde. Et c'est vrai que on peut dire que l'intelligence me donne progressivement une sagesse non seulement de ce qu'est le monde, mais de la possibilité de le transformer, et de la juste manière de le transformer. Donc que l'homme soit là d'abord un contemplateur, ensuite et puis un découvreur de la possibilité d'améliorer les choses. Alors je dis, l'intelligence, elle ne sait pas faire les choses. C'est pas parce que tu as compris ce qu'il faut faire que tu as les moyens de le faire. Tu peux exactement comprendre ce qu'il faudrait faire pour que cet immense champ infertile devienne une vallée verdoyante, encore faut-il que tu aies les moyens. Et les moyens, ce n'est pas ta volonté qui les met en marche. Il faut que tu sois capable de parler, d'écrire, de donner des ordres, de te déplacer, de transporter des choses ou de les faire transporter par les autres. Tu dois faire les choses. Et ça, ce n'est pas l'intelligence, c'est le corps, au mieux, enfin au minimum. Voilà, donc je vois bien que si l'intelligence me permet de découvrir mon identité spirituelle profonde, ça n'est pas le tout de ma personne. Et évidemment, la question est de savoir comment est-ce que ça s'embraye sur le faire, précisément. Parce qu'une fois que je suis perdu dans la contemplation des choses, je peux oublier de faire des choses, c'est bien connu. Si les choses sont tellement admirables, rien qu'à les contempler et que ça ouvre ton cœur, il faut manger aussi, dormir, il faut de temps en temps aller se laver, faire le ménage, aller dire bonjour aux voisins. Et je vois bien que, comment dire ça, il me manque un moyen, un intermédiaire. Bon, il y a l'intelligence, on a entrevu l'affectif, parce que l'affectif, on le découvre aussi par les obstacles. On a vu que par l'imaginaire, il est capable de mettre dans mon accueil de la réalité le parasite que peut constituer l'imaginaire, et l'affectif qui lui est lié. Mais du coup, je ne vois pas très bien, qu'est-ce que j'en fais de l'affectif ? L'intelligence ne suffit pas à le dominer. L'intelligence, elle permet de s'échapper de l'affectif. Mais elle ne permet pas toujours de le réguler. C'est pas parce que tout d'un coup tu as compris ce que c'est que la vie humaine que tu vas regarder un peu moins Netflix.
Tu comprends qu'il faudrait que tu arrêtes moins Netflix et que tu manges moins de gâteaux et que tu, je sais pas trop quoi, que tu perdes moins de temps à bavarder avec le voisin. Tu l'as tout à fait compris. Mais bizarrement, ton affectivité, elle est addicte. Tu peux être alcoolique et très intelligent. Et donc, il manque quelque chose entre l'intellection et l'action. Quel est cet entre-deux-là? Donc ça, c'est la question. C'est-à-dire, au fond, est-ce que les capacités proprement humaines c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on appelle ça spirituel, d'ailleurs? Spirituel, c'est le souffle. Hein. Il y a dans l'homme un souffle qui n'existe pas dans l'animal. Il y a un souffle dans l'animal, c'est son âme. Il y a même un souffle dans le végétal, c'est son âme aussi. Mais il y a quelque chose de spécifique, et on l'a vu, le spécifique, c'est ce que je découvre dans l'intelligence. C'est pas que l'intelligence, on va le voir, mais c'est ce que je découvre dans l'intelligence. Et donc, la question, ça va être de découvrir, mais est-ce que cette capacité qui est dans l'intelligence ne s'exerce que là? Voilà. Autrement dit, est-ce que cette relation au réel que permet l'intelligence n'a-t-elle comme effet que la compréhension? Ou bien peut-elle avoir un effet actif? Et donc, vers quoi je me penche? Je me penche vers l'expérience quotidienne la plus simple, qui s'appelle le travail. Je ne me penche pas d'abord sur la relation aux autres, très compliqué, c'est sûrement pas sur la communauté, alors ça c'est même quasiment incompréhensible. Enfin c'est la bouillie quoi, vous voyez, le philosophe il est humble, il dit attends, moi je commence par des choses simples et compréhensibles pour moi. Simple, c'est-à-dire, mais réel, pas dans ma tête, hein, dans le réel. Dans le réel, je vais chercher, c'est quoi les choses simples et accessibles? Le travail. Alors là tu vois que oui, tu voulais faire des œufs sur le plat ce matin, tu as pris les œufs dans le frigo, tu les as sortis, tu les as mis dans la poêle, tu as mis du beurre, tu as ouvert le gaz, tu as fait tes œufs, quoi. Tu les as mangés. Donc, moyennant le fait que les moyens pour réaliser les œufs soient là à disposition, tu as embrayé. Tu as pensé les œufs, hop, tu t'es mis à les faire. C'est vrai, ça s'est fait presque tout seul. Alors, c'est pas toujours le cas, hein. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça ne se fait pas tout seul. D'abord parce qu'il n'y a pas les moyens, et puis parce que tu as des choses, tu n'arrives pas à te concentrer pour savoir exactement ce que tu veux. Donc tu n'arrives pas à avoir l'idée de ce que tu veux faire. Bon, là, dans cette pièce, il faudrait changer les meubles. Mais alors, je vire l'armoire, je rajoute un deuxième lit, pour mon chat, je ne sais pas trop quoi, pour mon chat, ou selon les jours, père et impair, je dors dans l'un dans l'autre. Ou alors j'enlève le lit, je mets un futon, je peux aussi aller dormir dans la cuisine et transformer ma salle à manger en salle de bain, ou je crée une salle de sport, ou un lieu de convivialité, une chapelle, un oratoire. Enfin, donc du coup, tu pars dans tes trucs, et là, à la fin, tu sais plus, tu n'arrives plus à vouloir quelque chose. C'est pas l'imaginaire, ça, c'est l'imagination, au bon sens du terme. Chacune de tes idées peut être tout à fait cohérente, pourquoi pas? C'est vrai, une cabine de bateau, ça ne ressemble pas au salon de Louis XIV, ou d'ailleurs à Versailles, où ce qui manque, c'est les salles de bain. Enfin voilà, donc tu as des gens, ils n'ont que la salle de bain, toute la vie est autour de la salle de bain. D'autres, c'est tout autour de la cuisine. D'autres, c'est tout autour du bar à apéritif. D'autres, c'est tout autour de l'écran télé. Il y a la salle de télé, ou le home cinéma, toute la maison autour, voilà. Tout est légitime. Tout n'est pas bon, mais pourquoi pas? Et donc, on peut dire que... mais je veux dire, oui, mais là, je n'ai pas besoin d'une capacité spécifique, en fait. Si la compréhension de ce que j'ai, de ce que je veux faire est suffisamment forte, c'est très bizarre, mon affectif va suivre. Va suivre. C'est comme ça, d'ailleurs, que les grands sportifs y arrivent. Aujourd'hui, on sait qu'un grand sportif n'arrive pas à des hautes performances uniquement par muscle. Il faut que la synergie entre ce qu'il veut faire et son corps fasse qu'à un moment donné, il faut qu'il ne pense plus du tout, d'ailleurs. En plus, ça consomme de l'oxygène. Donc, c'est très mauvais sur le 100 mètres de penser quoi que ce soit. Non, c'est vrai. De réfléchir, oui, la réflexion consomme énormément. Pas l'intelligence, mais la réflexion. Bah oui, c'est normal, ça mobilise dans le cerveau énormément de choses.
C'est comme, vous savez, c'est exactement comme les machins là qu'on veut faire pour l'intelligence artificielle, les milliers de kilomètres carrés sur lesquels il y aura des ordinateurs qui tourneront 24 heures sur 24 pour que toi, quand tu demandes, je ne sais pas trop quoi, quelle est la meilleure chaussure qu'il faut que j'achète, tu auras 10 000 ordinateurs qui seront à ton service pour penser comment c'est la meilleure. Dans ta taille, tes goûts, ton âge et les prix. Voilà, donc ça consomme de l'énergie. Or, dans notre cerveau, il y a quelque chose d'analogue à un ordinateur. Ce n'est pas du tout la partie spirituelle, mais matériellement, ça fonctionne comme ça, et donc ça utilise beaucoup d'énergie. Et donc, on sait que sur le 100 mètres, ou quand tu fais de la natation, le moins tu réfléchis, le mieux tu agis. Pourquoi ? Parce que précisément, entre l'intelligence de ce que tu veux faire et la dynamique physique, ça fait que d'un seul mouvement. Donc l'idée, c'est d'habituer l'affectif à entrer à fond dans cette relation. Donc il y a aussi un travail psychologique. Ça ne marche pas sur le marathon. Le marathon, c'est l'inverse. Les gens qui réussissent le marathon ne réussissent pas le marathon parce qu'ils pensent à rien. Au contraire, c'est des gens qui ont c'est pas du tout du même ordre. C'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est de l'endurance, c'est au-delà. Voilà, ça va plus loin. C'est le stade au-dessus. Et donc, on pourrait presque dire, oui, au fond. Du coup, il n'y a pas d'autre spiritualité. L'humain, c'est fait pour que l'esprit, l'intelligence viennent directement éclairer l'action de manière telle que j'y vais et ça se passe très bien. Sauf que du coup, je peux rêver de ça. Mais je vois bien que ça ne marche pas. Alors, il y a un domaine dans lequel ça marche. Jamais, c'est la relation à l'autre. On ne peut jamais faire ça avec l'autre. Tu avais tout prévu... je ne sais pas trop quoi, qu'on se détende, qu'on joue aux cartes, qu'on aille un temps à la piscine, qu'on aille prier, tout ça t'avais prévu, l'office, les bougies, le truc, plus de courant. En plus, les autres, ils ont leurs pneus crevés, donc ils auront 2 heures de retard. Ton poulet, fini, grillé. Froid, chaud, plus bon. Finalement, ils annulent, parce qu'il fait trop chaud. Et c'est fini. Et là, c'est fini, tout s'effondre. Tu n'as plus du tout de synergie, 0-0. Puis même, d'ailleurs, ils arrivent, le moins de moustiques, la moins de chaleur trop grande, c'est fini. Tu sais pas trop quoi, ta machine à glaçons qui ne marche plus, n'importe quoi. La personne qui tenait quoi peur des chenilles, et tu avais prévu de manger dans le jardin, le premier papillon, la personne hurle. Voilà, donc c'est l'affectif, les humains, la relation humaine, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est très bizarre. Jamais ça fonctionne comme ça. Vous pouvez chercher dans votre vie, jamais, à aucun moment donné, la synergie, alors peut-être une seconde, mais c'est un moment, je dirais, dans la dynamique. Tu cours ensemble, tu fais un sport d'équipe, oui, tu peux avoir des matchs de rugby où c'est absolument admirable, tout d'un coup, tu as l'impression que tout fonctionne parfaitement bien, mais ça, c'est une fois tous les 10 000 ans, et encore, c'est quand dans une partie du match. Voilà. Et donc, c'est du sport, c'est à la limite de la relation humaine, elle est très atténuée. Donc, tu vois bien que ça ne va pas suffire. Autrement dit, c'est ça parce qu'Aristote hésite. Pas un idiot, c'est tout sauf un idiot, Aristote. Et par moment, il dit, oui, c'est le désir éclairé par l'intelligence. Il ne le dit pas comme ça, mais il ne contredit, il ne met pas, il ne nie pas la possibilité que l'esprit, que l'affectif, le désir, donc celui qui met en marche mon affectivité, puisse se mettre en synergie avec l'esprit grâce à l'intelligence. Et les vertus aussi. Mais il ne conclut pas ça, parce qu'il voit bien que ça ne va pas, et il ne développe pas comme tel, parce qu'il n'a pas le temps, il considère que ce n'est pas l'essentiel de travailler. Qu'est-ce que c'est que est-ce qu'il y a une capacité d'embrayage entre l'esprit et l'action qui soit autre chose que l'affectif, éclairé, gouverné par l'intelligence? Alors précisément, c'est en allant vers la relation à l'autre, ou la relation à soi d'ailleurs, parce que c'est la même chose. Ça ne marche pas dans la relation aux animaux, et ça ne marche pas complètement non plus dans la relation aux végétaux. Il y a quelque chose, on va voir, qui ressemble, mais ce n'est pas pareil. Qu'est-ce que j'expérimente dans la relation à l'autre, ou comme dirait Ricoeur, ou à moi-même en tant qu'autre? Parce qu'il y a des moments, tu peux te surprendre positivement. Dire, ah ouais, c'est intéressant ma personne. Finalement, je suis autre chose que ce que je crains ou que ce que je rêve. Tu peux tomber sur toi par hasard, ça arrive. Du coup, au détour d'une rue, tu dis, ah ouais, quand même, là. Ah oui, je suis ça, ouais. Intéressant.
À ce moment-là, tu te réveilles de la bienveillance. C'est très bizarre, la bienveillance. Tu n'as pas de bienveillance envers les œufs ou le gâteau au chocolat. Enfin, tu peux être bon, mais ce n'est pas de la bienveillance. Je ne te demande pas d'ailleurs d'être bienveillant. Je te demande que le chocolat, il obéisse à ce que tu as décidé qu'il fasse. Donc tu es intraitable, délicat et intraitable. Normalement, un bon artisan, c'est une main de fer dans un gant de velours. Extrêmement précis, mais c'est pas un millimètre à côté. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est en partant je pense, de l'effet, c'est plus qu'un sentiment, de l'expérience d'un certain accomplissement de soi dans la relation à l'autre. Il y a quelque chose dans la rencontre avec l'autre qui est autre chose que simplement la compréhension, qui est autre chose que simplement une espèce de fusion sensible, vous voyez, c'est un moment d'euphorie, de joie, tout simple, quoi. Tu es au milieu de la nature, tout est beau, tu es heureux. C'est pas de cet ordre-là. C'est pas de l'ordre d'un bonheur par harmonie. C'est pas de l'ordre d'un bonheur par compréhension. C'est de l'ordre d'un impact de ce qu'est l'autre au fond de toi qui est autre chose que la connaissance. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cet effet d'accomplissement? Et encore une fois, hein, je suis dans autre chose que ça soit agréable ou utile. Bien sûr que quand tu t'aperçois que ça va vachement te rendre service, l'autre là. Oh, tu es super content, il va pouvoir te faire plein de trucs que tu n'es pas capable de faire, c'est super complémentaire, génial la vie. Bon, ça, je ne parle pas de ça. Ça, c'est de l'ordre de... comment dire ça? C'est pas d'abord de la bienveillance, d'ailleurs. Ça promet de la bienveillance, d'ailleurs, c'est très bizarre. C'est d'ailleurs pas toujours le cas. C'est pas parce qu'on fonctionne bien ensemble qu'on s'aime beaucoup. Et c'est pas parce qu'on s'aime beaucoup qu'on fonctionne bien ensemble, d'ailleurs. Mais... alors appelez-le comme vous voulez, on peut appeler ça l'amour spirituel. À la limite, en français, en plus, le mot amour est très gênant parce qu'il n'y en a qu'un, il est tout à fait... C'est un truc... c'est un vide-poche, le mot amour, ça désigne rien et tout à la fois. Mais en tout cas, ce qui m'importe, c'est ça, c'est cette expérience d'une dilatation de mon être qui est aussi profonde que celle de la connaissance, mais qui est d'un autre type que celle de la connaissance. Et cet accomplissement, ou ce moment de bonheur, appelons-le comme ça, de dilatation de soi, n'implique pas de réalisation. Je n'ai rien fait. Ça ne m'oblige pas à faire quelque chose. Et je peux dire que il y a quelque chose, sur un plan plus profond, d'analogue au bien sensible. Ce que j'appelais tout à l'heure être en harmonie. Tu avais vraiment faim, et tu viens non seulement de manger quelque chose qui te rassasie, vive et végétative, mais qui en plus était bon, vie sensible. Dans un contexte agréable. Deuxième niveau de vie sensible. Et tu dis, merci le monde, merci la personne qui m'a fait la cuisine, merci le créateur. Gratitude. C'est analogue à ça, mais c'est plus profond. Parce que ça peut n'avoir été moins bon que ce que tu avais prévu, mais d'abord, tu t'es nourri, et puis tout d'un coup, la personne qui t'a fait le repas devient plus intéressante que ton plat, parce que des fois, tu es très heureux, tu aimes beaucoup la personne qui t'a fait le plat, mais en attendant, là, c'est sur le plat que tu te concentres, quoi. Non, mais s'il n'y a pas de mal à ça, c'est pas... Bien sensible. Et on l'a vu, la vie sensible, elle a besoin de se développer. Ne serait-ce que d'ailleurs aussi parce que pour l'humain, la qualité de la connaissance, on l'a vu, elle vient avec un développement de la vie sensible. À condition que, de nouveau, l'imagination ne prolifère pas en imaginaire et que les scénarios de survie affectifs ne viennent pas pourrir la vie, nous pourrir la vie. Enfin, moins que d'habitude, le moins possible. Et c'est pour ça que j'utilisais tout à l'heure la notion d'harmonie, c'est un peu analogue à la beauté. On voit ça, l'animal ne se repose pas dans la contemplation de la beauté des choses. C'est très bizarre, un animal il peut être surpris, il peut être étonné, mais vous ne verrez jamais une vache qui tout d'un coup s'installe devant le paysage des Vosges et qui... elle peut regarder le TGV passer, mais c'est mauvais pour le coup, regarder les petites bêtes se déplacer, mais pas tout d'un coup se dire « Ah, quand même, la Suisse, c'est quand même un beau pays. » Les serpents non plus.
il n'y a pas de... Alors des fois, tu peux avoir l'impression que ton chien te regarde comme ça, mais c'est plus par projection que par réalité. Il y a une affectivité, hein, il y a une affection même de l'animal pour toi. Mais il n'y a pas de contemplation de la beauté. Il y a la perception sans doute d'une harmonie primaire, d'accord ? Sans doute, je n'ai pas fait séquence, oui, il faudrait faire ça avec des animaux supérieurs, domestiqués, mais si vraiment, tu n'as pas la même tête du tout que d'habitude. Personne te revoit, d'habitude, tu avais une grande barbe, des moustaches et des cheveux partout, tu arrives, tu es tout rasé. Je pense que dans ton animal de domestique, là, il va te regarder, il va voir que ça a changé. Mais est-ce que s'il y a une erreur de goût, il va tout d'un coup réagir? Je ne crois pas. C'est pas son chien qui va demander si la robe vous va bien. Mais il y a quelque chose dans l'expérience dont je parle qui est analogue à la beauté. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois quelque chose de vrai, donc il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance, mais en plus de cette connaissance, il y a une dilatation de soi. Ce qu'il y a aussi dans l'expérience de la beauté, humainement. Dans la beauté, enfin, oui, la beauté qui t'épanouit vraiment, c'est une beauté du réel, c'est pas une beauté dans ta tête. Hein. Rêver un coucher de soleil ou le regarder sur ton écran de téléphone, ça n'a pas le même effet qu'un vrai coucher d'un vrai soleil. D'accord? Très étonnant. Et donc, du coup, je vais appeler ça la relation à un bien qui est pas sensible. Il y a un bien. Alors, le bien, c'est quoi? C'est ce qui cause cette dilatation de soi. Mais c'est très flou. J'utilise des métaphores physiques. La dilatation, c'est plutôt les métaux qui se dilatent. Mais donc, de quoi est-ce qu'on parle? C'est pas facile. Là, on voit que c'est plus compliqué que l'intelligence. Hein. L'intelligence, d'ailleurs, elle a du mal à se... c'est pas son objet habituel, l'intelligence, le bien. Autrement dit, l'intelligence, elle a l'habitude de comprendre ce qu'est la chose. Elle a plus de mal à saisir comment la chose a la capacité d'actuer en toi le meilleur. Dire que c'est un arbre ou que c'est un lion ou une souris, l'intelligence, au bout d'un certain temps, elle a cet habitus. Mais est-ce que c'est bon pour toi de rencontrer des souris? Ça dépend qui. Est-ce que ça va t'intéresser? Est-ce que ça va te faire rire? Faut pas se tromper là. Tu vas au zoo. Voilà, c'est quoi? Comment on va se détendre? Il y a des choses qui sont très intéressantes, mais tout à fait terrorisantes pour la personne. Je sais pas, faire de la chute libre, par exemple. Pourquoi pas sauter en parachute? C'est extraordinaire. Il y en a, si tu fais ça, c'est des filles, ils ne voudront plus jamais te voir jusqu'à la fin de leur jour. Et donc, vous voyez, il y a une convenance, mais pas une convenance sensorielle, une convenance plus profonde. Quelles sont les réalités, les expériences ou même les personnes qui vont me permettre d'être plus moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, être plus moi-même? On va dire être heureux, mais... c'est la métaphore la plus floue qui soit, être heureux. À part Balou qui est heureux dans le livre de la jungle de Walt Disney, voilà, c'est pas facile de savoir ce que ça veut dire être heureux. Et donc, c'est là que je vais essayer du coup d'analyser, hein, donc de descendre un peu. Vous voyez, c'est plus que c'est antérieur à la philosophie, ça, c'est presque un besoin de savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Parce qu'on m'a dit, tu vois, tu fais des efforts, au bout d'un certain temps, ça va être plus facile, et tout va bien la vie. C'est du mensonge. Il y a des domaines, c'est parfaitement vrai, il y a des domaines, c'est totalement faux. Ça fait 40 ans que j'essaye, je n'ai pas bougé d'un millimètre. Sauf que le désespoir d'y arriver a augmenté. Il y en a, ça m'a demandé 15 jours d'apprentissage. Zéro problème. Donc c'est pas si simple que ça. Vous voyez, parce que alors on a dans le domaine de la volonté, alors on a des schèmes. Faut en baver, faut bosser, faut se mobiliser, faut y arriver, faut réussir, et ça va. C'est des gens, ils ont 45 ans, ils ont tout réussi, et à ce moment-là, maintenant qu'ils ont tout réussi, ils n'ont plus rien à réussir, et ils s'aperçoivent qu'ils ont raté toute leur vie depuis qu'ils ont 20 ans. Parce qu'ils n'ont fait que réussir, jamais vivre. Donc leurs enfants, ils ne savent pas comment ils s'appellent, ils n'ont jamais rencontré, jamais eu le temps.
Leur épouse, ça fait longtemps que voilà, elle n'est plus dans leur champ de vision, enfin, ou leur mari, parce que ça peut être aussi chez des femmes. Et tout d'un coup, tu te dis, bah là, j'ai raté quelque chose. Tu as tout réalisé, tu n'as rien vécu. Là, tu vois très bien qu'il y a quelque chose quelque part. Donc, comment tu vas vers cet endroit? Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une nécessité vitale avant d'être un objet philosophique. Puisqu'il en va de mon identité humaine. Ce qui veut dire, au passage, vous comprenez bien que comprendre et réaliser, ça ne suffit pas à ce que l'humain en moi s'accomplisse. Dire ça. Alors, par analogie avec l'intelligence, je vais me pencher là-dessus. C'est quoi ce truc-là? Est-ce que c'est qu'il y a des choses qui débarquent dans ma vie et ça me fait du bien, mais je ne sais même pas comment? Est-ce que c'est quelque chose que je vais comprendre et maîtriser et réaliser? Et tu vois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est vrai, tu ne peux pas juste attendre que ça débarque dans ta vie, le bonheur. Non, bon, un jour, le bien va arriver. Alors, chacun sa figure d'ailleurs. Il y en a, ça a la tête du Messie, l'autre, ça a la tête du prince charmant ou de la princesse charmante. Il y en a un autre, ça a la tête de « enfin, on va me laisser tranquille jusqu'à la fin de mes jours ». Il y en a, c'est l'inverse. Enfin, quelqu'un va considérer que j'ai quelque chose d'important à faire. Enfin, bon, bref. Ou l'un va vouloir avoir Polytechnique pour arriver au sommet de ce qu'il est, l'autre va vouloir avoir 12 enfants. Enfin, chacun son truc, hein. Chacun a son petit schéma, parce que c'est très bizarre. Moins tu le comprends, plus tu as de schéma. C'est un peu ce qu'on a vu sur l'intelligence. Mais si je fais attention au petit moment où j'ai eu cette expérience, je vois bien que c'est pas sous mon contrôle, mais c'est pas sans la mobilisation de moi-même. Donc ça t'arrive pas par hasard. L'euphorie, ça arrive par hasard. Tu ne peux pas programmer l'euphorie, sauf avec des produits, mais ce n'est pas de l'euphorie profonde. Euphorie. Le mieux pour l'euphorie, c'est comment ça s'appelle? Le tiponche. J'ai découvert ça. C'est infaillible, ça. C'est une euphorie dangereuse. Enfin, ça dépend. Tu as des gens, ils ont de l'alcool triste, donc ils vont se mettre à peur. Donc, l'euphorie, ça débarque à l'improviste. Et donc, il y a quelque chose dans cette expérience de dilatation de soi qui relève de quelque chose qui m'est donné. Et en même temps, je vois bien que je peux m'y disposer. Si tu râles tout le temps, ça ne va jamais advenir. Hein. Si tu es toujours sur la défensive, ça ne va jamais advenir. Mais si tu es à accueillir tout ce qui passe, ça ne va pas non plus advenir beaucoup parce que tu vas te prendre autant de baffes que de cadeaux. Et au bout d'un instant, c'est les baffes qui vont faire plus mal que les cadeaux et tu ne recevras plus rien du tout parce que tu vas te replier sur toi. Vous voyez, vous pouvez être naïf. Il ne faut pas faire grandir les enfants dans une naïveté excessive qui fait que tout va être merveilleux, le bonheur va advenir. Ben non, parce que des fois, c'est la catastrophe qui advient. Donc, c'est quoi cette disposition? Vous voyez, Et là, je vois, me disposer, ce n'est pas uniquement l'intelligence. Je peux observer intelligemment. Il y a des gens, ils attendaient tout, ils n'ont rien eu. Il y a des gens, ils n'attendaient plus rien, ils n'ont rien eu non plus. Et il y a des gens qui étaient ouverts, disponibles, on va dire disponibles. Il y a un degré de disponibilité. Vous en avez, c'est l'épreuve qui les a rendus disponibles. D'autres, c'est une première expérience d'une forme de bonheur très simple qui les a rendus disponibles. D'autres, c'est de vivre à côté de personnes plus épanouies. Vous voyez, qu'est-ce qui rend disponible? Mais je vois bien que cette disponibilité, elle peut s'apprendre par imitation, enfin bon, mais elle relève d'une mobilisation de soi. Oui, donc c'est pas comme l'intelligence tout à fait. Mon père, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur l'émerveillement. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose comme... Tout à fait. Et on va voir d'ailleurs qu'est-ce que c'est que ce premier moment dans cette capacité qu'on appelle la volonté. C'est quoi ce premier moment-là qui est analogue à l'émerveillement? Mais ce que je peux dire, c'est que je perçois bien que ça ne dépend pas d'abord de moi. L'intelligence, bien sûr, ce qui ne dépend pas de moi, c'est l'objet. Mais après ça, j'ai presque rien à faire.
mais ça dépend de mon intelligence. Mon intelligence va s'y mettre toute seule. Je n'ai qu'à libérer mon intelligence dans son exercice naturel. Et d'une certaine manière, comprenez bien, toutes les intelligences ont le même mouvement et le même appétit. Après ça, tu peux te spécialiser, tu peux t'intéresser plus aux locomotives qu'au diplodocus, mais l'appétit pour l'être, pour ce que sont les choses et pour ce qui est le plus être, c'est-à-dire la personne humaine et ensuite les vivants supérieurs et puis Dieu s'il existe, ça c'est naturel et il n'y a pas de différence d'une personne à l'autre. L'intelligence comme telle, elle se différencie pas. Le chemin par lequel elle se développe, oui, mais pas l'intelligence comme telle. La capacité d'accueillir le bien, je ne sais pas, mais je vois bien que ce qui épanouit quelqu'un peut ne pas du tout épanouir une autre personne. Ce n'est pas du même ordre. Et je ne peux pas dire à la personne, mais dépasse un peu ça. Cette personne est remarquable. Elle te terrorise, mais ça, c'est purement affectif. Dès qu'elle parle, tout d'un coup, tu as l'impression que tu te fais engueuler, mais c'est rien, ça. Dépasse ça. Alors, je peux faire ça intellectuellement, oui. Donc, cette personne va pouvoir m'enseigner. Ça va pas dire, elle ne va pas devenir mon ami. Hein. Je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui te terrorise dès qu'il ouvre la bouche. Ou que tu as envie de manipuler dès que tu le croises. Je te rappelle ton petit frère auquel tu faisais des persécutions. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de tourner le tambourique. C'est plus fort que toi. Tu le mets en boîte, ça te fait rigoler, c'est stupide, mais c'est comme ça. Et donc, il y a une singularisation de cette expérience du bien. Tu t'intéresses à un chêne ou à un autre chêne, à la fin, quand même, basiquement, tu vas arriver à la même connaissance. Non? Mais tu vas dire, bon, il faut se faire des amis. Amstramgram, piqué, choléra. Bon, allez, j'y vais. Et puis, de toute façon, il faut avoir des amis. J'ai des amis. Il y a l'ami A, B, C. Si A meurt, je le remplace par un A'. Non, mais c'est parce que dans la connaissance, c'est ça. Voilà. Tu vas pas pleurer, tu n'es pas idée fixe, tu vas pas pleurer parce qu'on a déjà déraciné le chêne et qu'on l'a coupé en rondelles, non? Ah, on m'a enlevé mon chêne. Oui, c'était qu'un chêne. Hein. C'est pas ton bien personnel, ton chêne. Auprès de ton arbre, oui, mais pas l'arbre lui-même. Et donc, je vois bien que là, qu'il y a quelque chose, c'est d'ailleurs assez intéressant, même pour l'intelligence, de voir qu'il y a une relation à la singularité. Il y en avait une dans l'intelligence, hein, mais la relation à l'universel est presque plus importante. Là, c'est très bizarre, c'est comme si c'est moi qui dois devenir plus universel par la chose singulière qui me... Je me dilate, il y a et ça se voit avec les personnes d'abord, qui me rendent plus moi-même, et plus je suis moi-même, moins je suis enfermé dans mon individualité. Alors, si j'essaie de comprendre, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire que ça m'épanouit, ça me dilate, ça m'accomplit? Parce que je dis, tout ça c'est très gentil comme métaphore, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois bien, si je me pense dessus, qu'il y a une espèce d'osmose. Et ce n'est pas une osmose simplement de nouveau insensible, ce n'est pas parce que l'autre me ressemble ou qu'il est complémentaire. C'est plus que ça, au contraire. C'est parce que la personne actue en moi le plus élevé. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette réalité, qu'est la personne, ça peut être vrai à l'état moindre avec d'autres réalités hein, que l'humain, mais c'est là que je le vois le plus fort. Ça va me rendre plus intelligent. Parce que ça, c'est très bizarre, ça réveille en moi le désir de connaître l'identité de cette réalité, mais en n'enlevant rien de sa richesse et de sa complexité. Oui. C'est très bizarre. C'est pas un mouvement vers un objet à connaître, c'est un mouvement vers un objet à accueillir, une réalité à accueillir intégralement. C'est pas la même chose. On dira d'ailleurs en philosophie, la volonté est une capacité du sujet. L'intelligence, c'est pas une capacité du sujet. De nouveau, tu peux être un truand, et un voleur, et un menteur, et avoir de la fulgurance intellectuelle. Donc, c'est ça qui est très étonnant. L'intelligence, elle ne modifie pas intégralement, elle ne mobilise pas intégralement tout le sujet. J'essaye de mobiliser mon sujet pour permettre l'intelligence.
Mais c'est pas parce que tu as compris que tu es transformé par ce que tu as compris. Tu comprenez? Tu es transformé dans ton intelligence, mais pas dans tout ton sujet. Tu peux avoir compris et ça alimente ton aigreur. Tu as même compris la sagesse de Dieu, la miséricorde, ça alimente ton aigreur. Mais la miséricorde, ras-le-bol la miséricorde. Pourtant, tu as compris que c'est magnifique. Tu dis non, ça suffit. 70 fois, c'est déjà beaucoup trop. Mais alors 70 fois, 77 fois, cette fois, il faut juste pas se foutre de la tête du monde, quoi. Non. Moi, 4, ça va. À la 5e, justice. Mais je sais que Jésus a raison. Il peut avoir que raison. En plus, je le comprends, je le contemple. Et dès que je suis dans l'horizon, je dis, mais c'est merveilleux, Jésus, la miséricorde. Mais tout d'un coup, tu recroises l'autre. Il dit, non. Donc tu vois très bien que la compréhension n'est pas une capacité du sujet. Voilà. Ça embraye pas sur tout ton être. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est un avantage de pouvoir découpler aussi, parce que si tu étais tout le temps enfermé dans ta mauvaise humeur, ça serait terrible. C'est là que tu as besoin de nourrir l'intelligence, parce que c'est le premier échappatoire, de dire « Ok, je reste avec ma pathologie débile de râler ou de paniquer complètement et de disparaître, j'existe plus, je me fonds dans les murs, plus personne ne me voit. » Ou au contraire, je prends la place et j'occupe le terrain tellement j'ai la trouille, il faut que tout le monde soit à mon service. Ok, mais ça, c'est mon dysfonctionnement d'animal traqué. Mais je ne suis pas ça. C'est pas là qu'est ma vie. Vous voyez, c'est à ça que ça sert quand même la découverte de l'intelligence. C'est quand même de sortir, de cesser de s'identifier. Parce que si tu attends d'être intégralement transformé dans ton sujet pathologico-terrorisé pour pouvoir être ta personne humaine, mais bon, tu n'es pas rendu. Hein. Et des fois, il y en a certains, c'est clair qu'il faut leur programmer que ce n'est pas avant le ciel. Excepté la grâce. Hein. Voilà, donc c'est important de voir l'intelligence. Oui, ta question ? Non, c'était une constatation. Que 77 fois cette fois pour une personne ou en tout pour tout le monde? Ah non, mais Pierre, il dit ça pour une personne. Hein. Quand mon frère, il dit pas quand mes frères. Ben oui, bien sûr. Pierre, il dit pas quand mes frères. Quand mes frères pécheront contre moi, il en a déjà 11. Non, il dit quand... 77 fois cette fois pour tout le monde, ça va. Non, mais c'est pour un. Oui. D'ailleurs, sur une vie, ça fait pas mal par jour. Hein. Ah non, mais Jésus est très clair. Hein. Il n'y a aucun échappatoire possible à ce qu'a dit Jésus. Tu peux pas, tu as beau faire des calculs, c'est cuit. Attends, je regarde comment ça m'inquiète. Voilà, et précisément, je peux comprendre dans la lumière du Christ, comprendre l'incroyable sagesse qu'il y a là-dedans. Mais cette compréhension peut même me terroriser. Voilà. Et donc, j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça actue du coup. Qu'est-ce que ça veut dire que ça me rend... Donc je vous dis, ça me rend plus moi-même, ça me rend plus intelligent. Ça me rend aussi plus accueillant du réel, puisque précisément là, il y a quelque chose dans le réel qui me permet d'être plus moi-même. Ça n'augmente pas ma capacité de faire des choses. C'est très étonnant ça. Ça n'a pas d'effet direct sur le faire. Sauf si c'est au service de l'autre. C'est vrai. Tu es généreux dans le service d'autrui. Mais des fois, c'est l'inverse. Tu es tellement content de dialoguer avec la personne que tu n'as aucune envie d'aller faire ton job. Qui te casse les pieds. Légitimement, peut-être pour une part. Donc, tous les matins, d'aller passer 3 heures par jour devant un écran à rentrer des chiffres de comptabilité, t'en peux plus, quoi. T'as beau aimer beaucoup l'autre, et l'autre beaucoup t'aimer, ça te soutient dans cette épreuve, mais ça la transforme pas radicalement. Par contre, ça actue aussi autre chose, donc c'est pas que l'intelligence, c'est pour ça que j'ai utilisé les termes dilatés. Ça me rend capable, alors pas de transformer le monde au sens du travail, mais ça me rend capable, c'est une métaphore, hein, de rayonner humainement, d'humaniser l'environnement dans lequel je suis. C'est très étonnant. Il y a une capacité, ça dilate ma capacité d'humanisation du monde, autrement que par le travail. Tu vois bien, quelqu'un qui aime, ça rayonne en profondeur. Hein. Ça génère la même chose. C'est très bizarre. On dira l'amour engendre l'amour. Ça veut dire que quelqu'un qui est rentré en empathie profonde avec quelqu'un d'autre, c'est comme si chacun est doublé en richesse humaine et qu'un des effets de ce doublement de la richesse humaine de l'un par l'autre est de se démultiplier autour.
Alors, si ça ne se démultiplie pas, ça montre bien que c'est pas vraiment, qu'il y a quelque chose d'affectif qui vient parasiter ce qui est proprement spirituel. C'est très étonnant ça. Donc vous voyez bien, c'est pas une universalisation par compréhension, c'est une espèce de diffusion. Le Moyen-Âge aura cette très belle expression bonum diffusivum sui. Le bien se diffuse de lui-même. Il y a une contagion du bien. Il n'y a pas de contagion d'intelligence. C'est très bizarre. On est moins bête le temps que l'autre parle, mais quand il a cessé de parler, on n'est pas nécessairement plus intelligent. Alors que quand tu te laisses aimer et tu te laisses embrayer par la dynamique de l'amour, au contraire, ça aide. Et c'est très important, ces expériences élémentaires, hein, parce que vous voyez bien que ça défait aussi plein d'idées toutes faites. Je ne vais pas trouver la personne qui. Non, c'est pas tout le monde, mais il y a un ordre, mais il y a une dynamique. Et c'est très étonnant d'ailleurs, je vois bien que du coup ça va me donner très différemment de la connaissance. Alors on va bien voir que la connaissance elle est au fond de ça, hein, bien sûr. Mais ça va me donner une capacité d'être plus dans la singularité des choses, parce que c'est la personne concrète, c'est les personnes concrètes qui créent cette espèce de dilatation de ma personne. Et en même temps, ça m'ouvre, vous voyez, ça m'ouvre plus large que simplement l'une ou l'autre personne. Donc je vous dis, il y a une forme, oui, d'extension qui n'est pas la même chose que l'universel. Tu as saisi ce qu'est un être, tu vas à l'autre bout du monde, tu reconnais le être. Tu as identifié ce que c'est qu'un grizzly, un ours, pour faire plus simple. Tu vas aux États-Unis, tu vas à l'autre bout du monde, aussi là, tu vois, ça c'est un ours. C'est pas un lapin, c'est pas un chat. Qui s'appelle Teddy ou qui s'appelle Nounours, c'est pas le sujet. Par contre, tu retrouves à l'autre bout du monde, tu dis ah tiens, cette personne-là, elle a la barbe et les cheveux comme Jerry. Oui, mais c'est pas Jerry. Et c'est toute la différence, parce que Jerry, c'est ton pote, et pas lui. Tu vas pas dire, ah tiens, vous ressemblez à Jerry. Je suis très heureux de ressembler à Jerry, oui, mais je m'appelle Jack. Mais vous voyez, je veux dire, c'est pour comprendre la différence entre la logique de l'intelligence, la manière dont l'intelligence m'apprend à être chez moi partout où les choses sont. Et la logique de l'amour qui m'approfondit dans ce que je suis, et dans ma capacité à faire mien et à laisser l'autre faire sien ce que je suis. Je dis ça parce que si je ne descends pas dans cette expérience, je vais repartir sur l'idée que la volonté, c'est tu mets en œuvre le moteur, t'embrayes et ça y va. La volonté n'est pas d'abord une capacité d'efficience. C'est d'abord une capacité d'empathie personnelle. C'est-à-dire de laisser le bien me transformer. C'est une capacité à se laisser transformer spirituellement par une réalité autre que moi, qui peut être qu'une personne ou Dieu. Une personne, un ange ou Dieu. Enfin, une personne. Une personne et plus. Donc c'est très étonnant parce que sans cette expérience, je reste, de nouveau, vous l'avez compris, une volonté d'efficience, c'est-à-dire une espèce d'affectivité sous contrôle. Parce que la volonté d'efficience, elle diminue avec l'âge aussi. Hein. Tu étais trapéziste. À partir de 60 ans, il va falloir voir, tu vois, parce que tu risques, s'il y a un filet, ça va. Mais s'il n'y a pas de filet, qu'il y a des lions en dessous, c'est réglé, quoi. Hein. Tu vas nourrir les animaux. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bah oui, normalement, tu y arrivais, mais là, tu n'y arrives plus. À la fin, ça peut être même vrai dans les mots, tu vois. Tu étais poète, mais tu ne trouves plus les mots. Notre fondateur, à la fin, il a eu un AVC, il ne trouvait plus les mots, il ne pouvait plus parler. Lui qui a été un orateur toute sa vie. Et on voyait bien, ça se voyait qu'il avait la compréhension de ce qu'il voulait dire, mais il ne trouvait plus le mot, il ne pouvait plus dire le mot. Oui, c'est là que tu te dis, ça va loin, la perte de la capacité de faire. Ça, c'est la volonté d'efficience. Et donc, ce n'est pas inintéressant. Mais la capacité d'efficience, donc je vous dis, elle implique l'imagination, on l'a vu, le désir au sens affectif du terme, et l'intelligence. Mais là, je parle d'autre chose. Je parle précisément de cette capacité
de laisser une réalité plus qualitative que moi humainement, puisque l'autre en tant qu'autre est plus qualitatif que moi humainement, puisque je reçois de l'autre ce que je ne suis pas. Ce qui me ressemble peut-être, mais voilà. Chaque personne humaine a une singularité. Et donc, la volonté, c'est ce qui en moi, comprenez bien, est capable de se laisser habiter, donc transformer progressivement par l'autre. Alors, ça reste intentionnel, vous voyez, au sens où cette capacité, vous comprenez bien, de laisser l'autre habiter mon cœur, ça passe par l'intelligence. C'est pas, on va le voir, c'est pas mesuré par l'intelligence, mais ça passe par l'intelligence. C'est l'intelligence qui, si je ne connais pas ce qu'est l'autre, je ne peux pas l'aimer. Si je ne sais même pas qu'il existe, je peux encore moins l'aimer. Et donc, c'est une capacité à se laisser spirituellement qualifier, ennoblir, transformer positivement, comme s'il y a une intensification de ma personne. Il n'y a pas de modification, ma personne reste ma personne, mais il y a une intensification de ma personne. Et donc, ça veut dire que la volonté est d'abord une capacité spirituelle de consentement à la présence active du bien en moi. Se laisser connaturaliser par le bien que j'accueille. Laisser le bien m'enrichir. Donc c'est beaucoup se laisser faire. C'est pas un se laisser faire affectif, mais c'est un se laisser faire. C'est le bien qui est actif, c'est pas moi. Moi je suis actif par la compréhension du bien et alors on va le voir, par la mobilisation de mes moyens pour que le bien soit plus actif en moi. J'en fais pas quelque chose du bien. Alors évidemment, tout ça n'est pas si simple, parce que l'autre, il n'est pas que bien. L'autre, il a aussi des côtés tout à fait casse-pieds, qui me font pas du tout du bien, et d'ailleurs moi aussi, il y a des choses chez moi qui... Donc, après ça, il y a un ajustement. Mais le but de cet ajustement n'est pas de trier ce qui m'arrange, c'est de laisser le meilleur d'autrui agir sur le meilleur de moi. Sauf que le meilleur d'autrui, je le découvre à la lumière. Enfin, c'est que dans un dialogue que je découvre progressivement le meilleur de moi. Puisque j'apprends à me regarder, vous l'avez compris, comme un objet vis-à-vis duquel je développe de la bien. J'apprends à m'accueillir moi-même comme un bien qu'à la lumière du fait que j'apprends à accueillir l'autre. Il y a un va-et-vient entre les deux, ce que montre très très bien Aristote. C'est pas tout de suite toujours simultané. Il y a des moments où, là, entre guillemets, je prends des métaphores, mais la réconciliation avec toi te mobilise de manière plus intensive. Et puis il y a des moments, c'est l'accueil de l'autre qui te mobilise de manière plus intensive. Mais il y a un va-et-vient entre les deux. Parce que, évidemment, non seulement j'ai besoin d'être plus intelligent vis-à-vis de moi pour être plus intelligent vis-à-vis de l'autre, mais c'est aussi en développant des fois plus facilement une forme d'intelligence de l'autre que je vais développer une intelligence de moi. Autrement, il y a des choses, où, là on en tombe sur l'affectivité, que mon affectivité m'empêche de connaître de moi-même, et des fois je vais le connaître mieux dans l'autre, puis après ça je le transférerai sur moi, et inversement, il y a des choses que mon affectivité m'empêche de connaître chez l'autre. Donc vous voyez, il y a comme une espèce, par contre on voit bien, là il y a une espèce de coopération au travail du bien, mais le bien travaille par lui-même, c'est ça que je veux vous montrer. Et alors ce qui est particulier, c'est que ce bien n'a pas simplement la capacité de me transformer en profondeur, mais la capacité de me mouvoir, de me mettre en action intégrale. Autrement dit, il ne s'agit pas juste de se mettre devant l'autre, puis tu regardes, et puis voilà, et puis tu regardes dans le blanc des yeux pendant 2 heures. À part chez des grands contemplatifs qui ont 95 ans, ça ne va pas marcher.
Et donc c'est très étonnant que la connaissance et l'ajustement à l'autre, ça va ensemble, hein, engendre un type d'action qui est autre que celui du facere, du travail. C'est ça qui m'intéresse. On appelle l'agir moral. Alors, quelle est la différence? À première vue, je ne vois pas très bien. Je dis, voilà, la différence, c'est qu'au lieu de fabriquer des pâtes ou de la salade, j'essaie de fabriquer une organisation de la vie qui rende les choses plus sympathiques entre moi et l'autre. C'est ce qu'on fait dans un premier temps. D'accord? Donc on met toute notre application, ce qu'on nous apprend à faire d'ailleurs quand on est jeune, ça s'appelle servir. On met toute son intelligence à essayer d'organiser relationnellement les choses pour que ça se passe aussi bien que quand tu vas traire une vache ou faire un gâteau au chocolat. Tu mets toute ton intelligence, essaye. Voilà. Et puis tu t'aperçois que la grande différence, c'est qu'une fois que tu as vraiment appris à faire le gâteau au chocolat ou à traire la vache, tu arrives toujours à traire la vache et tu arrives toujours à faire le gâteau au chocolat, mais dans la relation aux autres, ça ne marche pas comme ça, parce que ce qui a marché une fois ne marche pas la fois d'après, et donc tu te dis, bon, alors là, on est mal barré, parce que s'il faut inventer à chaque fois la manière de faire, on va où là? Eh bien oui, il faut inventer à chaque fois la manière de faire. Tu peux avoir en réserve dans tes placards plein de petits trucs, mais tes petits trucs, ils valent rien tant qu'ils ne sont pas revus à la lumière de la rencontre effective avec l'autre. C'est extraordinaire ça. Ça pourrait être en corollaire de la manière de ne pas vieillir ensemble comme un vieux garçon et une vieille fille, et accepter que le bazar et le bonheur vont aller ensemble de manière grandissante au fur et à mesure qu'on avance. Le bazar et le bonheur. Voilà, mais évidemment, parce qu'après ça, il faut descendre c'est dans la personne que tu apprends à faire ça. Comment tu fais pour éviter ton côté pénible de te mettre dans la figure de l'autre, et comment tu fais pour accueillir avec plus d'humour ce qu'il y a d'imbuvable chez l'autre. Voilà. Bon. C'est tout ça. Tu peux avoir des trucs, tu peux lire Mars et Vénus, les 12 volumes, là. Tu étais dans le feu de l'action et du problème. Tu dis, bon, alors quel volume, quelle page? Pause, t'arrêtes, tu fais pause, tu vas consulter le bidule, et là, tu essayes de le faire, et c'est exactement l'inverse, parce que tu t'es trompé de page. Là, c'était la version B qu'il fallait prendre, qui t'explique que c'est l'inverse de ce que tu fais. Donc, tu pensais qu'il fallait sourire, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Au contraire, il fallait déserter le terrain. Mais ça, tu l'avais pas vu. Parce que toutes les autres fois, ça n'avait pas marché comme ça. Bon. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ça réclame une espèce de, on va dire, de stratégie, mais qui est complètement différente. Quelle est la différence fondamentale? C'est que cette stratégie ne dépend pas d'abord de l'intelligence que j'ai de la situation, mais de ma capacité à entrer, pour le coup, spirituellement en empathie avec ce qu'est l'autre. Et aussi, du coup, en empathie spirituelle avec ses défauts et mes défauts. C'est comme une danse, c'est comme, vous voyez, c'est même pas du jazz, parce qu'il y a des récurrents dans le jazz. Tu dois, voilà, donc c'est une espèce voilà. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça engendre un type d'action, un type d'improvisation, un type aussi de persévérance, de renouvellement, d'approfondissement. C'est tout à fait un autre monde. Et on n'a pas tellement l'habitude, en fait, de se pencher sur ce monde. On s'y penche que quand ça coince. Donc on essaie de résoudre le problème, on prend des cours de communication non violente, on va voir un conseiller conjugal, un psychologue, à la fin on va voir un avocat, et puis c'est rigolo. Non, je rigole, mais je rigole qu'à moitié. Vous voyez, alors ça c'est dans le coup, mais c'est vrai toujours, partout. Et quand vous voyez aujourd'hui, on est dans un monde qui, paradoxalement, je parle à l'échelle planétaire, hein, a rendu les humains sensibles au fait que la relation à l'autre est un endroit essentiel de la dignité de soi et de la liberté. Ça, c'est planétaire. Peut-être moins dans les pays islamiques, pas musulmans, islamiques. Mais même là, ça s'infiltre partout. Et ça, c'est très bizarre, parce que ça s'infiltre aussi par des moyens apparemment pas très nobles, comme, je ne sais pas trop quoi, toutes les chaînes de télévision américaines captées par les satellites. Enfin, vous voyez, c'est l'ambiance qu'il y a dans la culture occidentale. Donc l'occidentalisation du monde, y compris avec McDo et Coca, ont contribué à sensibiliser la planète derrière au sens de l'importance de la relation à autrui. Ça veut dire aussi que du coup, la dose de souffrance dans les échecs de la relation à autrui a augmenté de manière gigantesque à l'échelle planétaire. Dans un pays comme le nôtre, les gens souffrent de la non-relation aux autres d'une manière qui est incroyablement... C'est pas le double, c'est le triple, le quadruple d'il y a 50 ans. Donc du coup, j'irai le philosophe dit, mais oui, mais c'est parce qu'il faut enfin, ceux qui veulent bien y aller, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'entrer dans cette intelligence pratique de la manière dont l'action relativement à autrui est d'un autre type que la compréhension et d'un autre type que le facere.
Donc ça suffit pas de vouloir juste comprendre mieux. Moi, je me souviens très bien comme ça d'un coup. Lui, il a fait de la philosophie, qui était très bien. Alors, il expliquait toujours à l'autre, psychologico-philosophiquement, ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Et dire ce que lui-même devrait faire. Ça ne changeait rien du tout, ça augmentait le problème. Parce que si tu expliques à l'autre ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire, c'est fini de la relation. Tu peux donner un conseil, mais un conseil, c'est pas la même chose qu'une explication. Tu peux expliquer pourquoi tu donnes le conseil, mais c'est pas la même chose. Et donc, il y a là comment dire ça? Donc, du coup, qu'est-ce que c'est? Cette action, si je rentre dans l'analyse, là, de nouveau, toute cette manière d'agir, c'est de se disposer à l'action du bien en nous. C'est très, vous voyez, c'est en creux. Je me dispose à me laisser faire par le meilleur de l'autre. Je me dispose je peux chercher à mettre à disposition le meilleur de moi, mais je n'ai même pas totalement de contrôle là-dessus. Je ne veux te montrer que ce qu'il y a de meilleur de moi. C'est ça, du coup, tu planques comme dans un placard, ce qui est moins bien, et moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce que tu as planqué dans le placard. Tu sais, c'est les gens qui veulent être exemplaires, les bonnes sœurs ou les curés. Alors, vous trouvez, tu avais des écoles comme ça. Donc les bonnes sœurs cherchaient tout à fait à être exemplaires, mais avec un degré de crispation sur ce qui ne l'était pas en elles, ou ce qui aurait pu ne pas l'être, qui fait que les élèves elles-mêmes étaient plus traumatisées par ce qu'elles ne voulaient surtout pas être que par ce qu'elles cherchaient à être. Et elles se disaient, tiens, c'est bizarre, là, qu'est-ce qu'elle fut comme ça? Enfin, c'est pour dire que c'est pas facile. Bien sûr que tu ne mets pas dans la figure tout ce que tu es en vrac, dans la figure de l'autre, mais cette disposition elle-même est une coopération avec l'autre et avec les autres. Finalement, dès que tu vis en groupe, société, tu as embryonnairement cette question-là. Parce que tu peux pas dire, ah non, mais moi j'ai les personnes avec qui je développe cette relation, les autres, je gère avec un logiciel de gestion des flux, c'est comme les feux rouges, là. Donc, voilà. Donc il y a, parmi mon environnement qui est constitué d'une 50aine de personnes, il y en a 45 qui sont gérés par l'ordinateur, et puis il y en a 5, j'essaye, voilà, de développer une relation personnelle. Il ne faut pas tout faire, il ne faut pas rêver. C'est pas facile. Et donc c'est pour dire que ce travail qui consiste à agir pour disposer les moyens que j'ai, physiques, matériels, sensibles, affectifs, au service de cette action du bien, donc oui, de cette action, de ce qu'il y a de meilleur de l'autre dans mon cœur, à moi et dans le cœur des autres d'ailleurs, voilà, dans cet enrichissement des personnes les unes par les autres. Travailler à disposer autant que je le peux les moyens dont je dispose pour que, on va dire, se maximalise l'enrichissement des personnes les unes par les autres. C'est très bizarre, c'est un peu ce que fait le diplomate, le vrai diplomate. La diplomatie, c'est de la gouvernance. Alors, ça peut être de la manipulation, hein, mais la vraie diplomatie, c'est de la gouvernance à l'envers. Quand tu gouvernes, tu décides ce qu'il faut faire et tu essaies de convaincre les autres qu'il faudrait faire comme tu as dit. Le diplomate, il part de ce que veulent les gens et de ce qu'ils sont pour essayer de les connecter les uns sur les autres. Sauf que là, tu fais partie du jeu. Enfin, c'est la différence avec le diplomate. Tu n'es pas simplement une arrangeuse de mariage. Parce que tu peux être une très bonne arrangeuse de mariage et une épouse catastrophique. Ou tu es complètement trompé dans la personne que tu as choisie, toi. Tu sais très bien choisir pour les autres, mais quand il s'agit de toi, zéro. Parce qu'évidemment, la personne première au service duquel tu cherches à disposer le bien et les autres, c'est toi. Parce que si dans tout ça, tu n'es là à travailler que pour les autres et pas pour toi, tu n'as pas compris. C'est les gens qui préfèrent être arbitres que de jouer. Ça arrive, ça. Même dans le jeu de société. Tu as celui qui commente, tu sais, il est là. Lui, il ne joue pas, mais il commente. Il encourage, il soutient. Mais il ne prend pas le risque de perdre parce qu'il perd toujours. Il n'aime pas perdre. Et en plus, il est très gêné quand il gagne, donc c'est encore pire. Donc il ne joue pas. Il commente. Il ne faut pas que tu deviennes le commentateur de toi-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que une fois que j'ai dépassé le temps.
Donc cet apprentissage, ça s'appelle la prudence. La prudence, c'est l'acquisition d'une plus grande souplesse, d'une plus grande détermination, d'une plus grande intelligence pratique de moi-même et de l'autre, qui va me permettre une improvisation appropriée le plus possible à chaque moment des moyens dont je dispose. Donc la prudence, c'est l'inverse de la non-action. C'est l'inverse de la non-prise de risque. Alors, le prudent, il ne calcule pas d'abord le risque. Il regarde où est le bien, c'est pas pareil. Voilà, donc on essaiera de regarder ça, de travailler un petit peu, ensuite de mieux voir où est l'intelligence là-dedans. D'accord ? Et qu'est-ce que la volonté, comprenez bien, vient ajouter à l'intelligence, parce qu'on est en philosophie du vivant, donc on essaie de comprendre c'est quoi cette source d'identité humaine, spécifiquement humaine, qui est capable d'assumer le sensible et le corporel, mais ça, je ne sais pas si on le développera après ça dans un deuxième temps, mais là, on va essayer d'affiner comment est-ce que s'articule la volonté et l'intelligence. Peut-être qu'on commencera la prochaine fois par des questions de votre part, parce que vous vous doutez bien, c'est un peu comme l'intelligence. Hein. Avant d'apprivoiser ça en nous, à cause des schémas tout faits qu'on a sur la volonté, c'est faire des efforts, acquérir des vertus, et puis à la fin il y a la miséricorde comme joker parce que c'est pratique, c'est mieux que rien. Mais c'est plus fin que ça.